Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis François-Joseph Viallon, partenaire chez Scale2Sell. Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession, d'acquisition ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leur stratégie et les leçons apprises en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Nicolas Guirao. Salut Nicolas. Salut. Alors Nicolas, nous on se connaît depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Pour te présenter, avant de te poser la première question, je vais revenir un petit peu sur ton parcours. Donc tu as fondé Testapic en 2011, après avoir passé plusieurs années dans le marketing, notamment chez Se Loger et Billets Réduc. Testapic, tu l'as fondé avec trois associés. Vous avez créé la société Panicero qui reprenait les premières lettres de chacun de vos prénoms, ce qui était le petit truc rigolo, je me souviens. Testapic s'est développé et s'est fait racheter par UserZoom en 2022. Par UserZoom qui était fondé qui était backé par un fonds qui s'appelle Thomas Bravo et qui vous a en même temps mergé avec User Testing. Donc on est là aujourd'hui pour parler de tout ce parcours et ben, écoute, merci de te prêter au jeu pour cet épisode qui j'espère sera hyper enrichissant pour nos auditeurs. Avec plaisir. Alors Nicolas, est-ce que tu peux revenir déjà un petit peu sur le parcours de Testapic? Au moment où vous avez vendu, vous étiez une cinquantaine de personnes, si ma mémoire est bonne, vous faisiez entre 5 et 10 millions de chiffres d'affaires, mais j'imagine que il y a eu plusieurs paliers dans la croissance de la société. Est-ce que tu peux nous redonner un petit peu cette histoire et ces différents paliers que vous avez dû franchir? Alors c'est une somme de marche Un bel alors, escalier. ouais, c'est un bel escalier et c'est assez rigolo parce que on a toujours l'impression que la marche qui arrive c'est toujours la plus difficile. Euh, et alors pour te donner un petit peu la genèse, alors soit je pars de la fin, soit je pars du début. Je vais le faire de manière chronologique, mais euh, l'idée de Testapic vient lorsque je travaillais chez seloger.com. On faisait pas mal d'évaluations. Et avec des méthodologies qui me convenaient moyennement. Non pas qu'elles soient mauvaises méthodologiquement, mais elles me convenaient moyennement parce qu'elles nous empêchaient, au regard des capacités budgétaires qu'on avait dans l'équipe, pour ce type de sujet. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on c'était cher, c'était lourd à mettre en place, et donc la jeunesse a été de dire mais comment on peut faire plus vite, moins cher, et avec en éludant certains types de biais qu'on pouvait retrouver dans des méthodologies en présentiel. Et le biais principal que nous on retrouvait, c'était des échantillons qui étaient faibles parce que c'est difficile de mobiliser des dizaines et des dizaines de personnes en présentiel. Le deuxième biais, c'est un biais géographique, parce que forcément la société c'est sur Paris, et donc on va mobiliser que des personnes qui sont en région parisienne, et notamment dans le secteur de l'immobilier où il y a des cas et des typologies d'acquéreurs qui sont très très différents en fonction de la localisation. On avait du mal à reproduire la totalité des personas dans le cadre de ces tests. Et c'est là où on a commencé à se dire, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? Et à l'époque, je travaillais avec Rodolphe et Pascal chez SEOG. Et donc, on a commencé à réfléchir et on s'est dit, bon, ben, il y a peut-être un outil à faire avec toute la naïveté et le côté candide du jeune entrepreneur, de dire, ben, on va créer un petit outil, on va le faire vivre de son côté, et puis ça va marcher tout seul. Et la vraie vie nous a vite rattrapés, où en fait, finalement, on a trouvé des clients assez rapidement, grâce aussi au réseau où forcément ça accélère un petit peu. Euh, et beaucoup nous ont dit assez rapidement, on comprend la valeur ajoutée de la proposition de valeur des tests utilisateurs à distance.
ce qu'on on n'est pas capable aujourd'hui de le traiter et de l'interpréter, soit par une problématique de compétences, soit par une problématique de ressources, parce que c'est encore des nouveaux métiers. Aujourd'hui, ça paraît, ça fait sourire quand on se dit les compétences en UX quand tu es dans le web, c'est un prérequis. C'est la base. À l'époque, ça l'était pas autant. En tout cas, c'était moins identifié comme tel. Et donc, beaucoup de clients nous ont dit, ben, on voudrait avoir quelque chose qui est un livrable très opérationnel, où vous faites les tests et vous nous donnez des recos. Et du coup, cette approche-là a complètement fait changer en fait la structure de la société. On est d'une solution, dès le départ, nous voulions être une solution, un outil, et on a très vite basculé sur une approche agence un petit peu, euh, où on proposait des études clés en main à nos clients. Qui dit une approche plutôt orientée service, bah, dit de la ressource, dit du temps, dit toutes ces choses-là. Et donc on a très vite pivoté sur une approche orientée agence. Et la plateforme que nous avions développée finalement à la base pour nos clients s'est transformée en plateforme interne. D'accord. Voilà. Et les clients, vous avez dû faire de l'éducation du marché, de l'évangélisation, ou les clients avaient quand même conscience des problématiques qu'ils rencontraient au début? Bah, non, quand même, au début, on a fait beaucoup d'évangélisation. C'est à la fois notre chance et à la fois un petit peu notre fardeau d'être un petit peu trop en avance dans le time to market. Quand je dis un petit peu, je dis 5 ans, dans le sens où en fait, ces métiers, les tests utilisateurs et l'évaluation UX existaient déjà dans les grands groupes sous forme d'études en présentiel. C'était pas du tout démocratisé sur la longue traîne. Euh, donc même des ETI, hein, c'était uniquement plutôt dédié aux grands groupes euh, parce que c'était des budgets qui étaient conséquents. Et en fait, le fait qu'on se lance sur ce type de marché-là avec du coup une approche tarifaire qui était un peu moins élevée que des méthodologies standards, ça commercialement, c'était facile parce que le discours est facilement entendable. On comprend très vite la valeur ajoutée de dire, bah, finalement, vous n'êtes pas votre utilisateur final. Et si vous faites une interface, quelle qu'elle soit, il y a forcément un événement de succès à la clé. Si vous n'arrivez pas à mesurer en fait et être sûr que votre interface correspond bien aux attentes de vos utilisateurs, c'est du travail des fois qui est un peu gaspillé. Et on a eu la concomitance de cette partie-là, qui finalement, un discours commercial qui était facile à déployer, même si les gens avaient du mal à identifier le ROI qui pouvait en résulter. Euh, et à côté de ça, on a eu la chance d'avoir les coûts d'acquisition qui augmentaient, euh, tout secteur confondu à peu près. Et donc, nos clients nous disaient, enfin, commercialement, c'était facile de dire, écoutez, ben, aujourd'hui, vos coûts d'acquisition ont augmenté de X. Remplir la baignoire, ça coûte plus cher, donc plutôt que d'essayer d'augmenter le débit, essayez de diminuer les fuites. Et c'était vraiment cette mécanique-là qu'on a essayé d'apporter au début. Et ce qui était intéressant, c'était que il n'y avait pas de budget dédié sur nos métiers dans les premières années. Et donc, on allait shipper du budget acquisition pour dire bah, ce que tu vas aller chercher en plus en conversion, bah, va le chercher directement sur du budget d'acquisition et ça sera plus rentable. Et c'est comme ça qu'on a réussi à petit à petit à se faire une masse de clients orientés plutôt études. Ça a duré quand même jusqu'à 2018 facile. Et ensuite, on a progressivement la maturité du marché allant. Beaucoup de nos clients, les plus gros, se sont staffés, sont montés en compétences et nous ont dit bon ben maintenant vous êtes sympa, mais on va plus payer des études one shot à chaque fois. On voudrait avoir une plateforme pour pouvoir être autonome, pour pouvoir opérer directement nos tests utilisateurs. Et pour nous c'était magnifique parce que ça revenait un petit peu à l'objectif de départ. Et en termes de structure de boîte, basculer sur un modèle SaaS, c'est quand même beaucoup plus vertueux C'est plus qu'un facile. modèle de service. Je ne sais pas si c'est plus facile. L'avantage du mode service, c'est que bah, c'est un moyen, tu rentres très rapidement du revenu. Ben, tu rentres très rapidement du revenu. Ce que j'appréciais moins, c'était qu'il y avait du coup une dimension
humaine, pas dimension humaine dans le sens où tu as besoin de beaucoup de personnes pour pouvoir faire tourner la machine. Et tu es aussi un petit peu des fois tributaire du subjectif et de la valeur perçue subjective du client liée à une restitution, indépendamment de la qualité du livrable et des préconisations. Et c'est ce qui me mettait, moi, des fois le plus mal à l'aise, tu vois. Si si t'as une personne qui fait une restitution qui est très à l'aise, où c'est très fluide, etc., une étude moyenne peut paraître bien meilleure, alors qu'une très bonne étude, si un consultant est un peu moins bon, va venir un peu dégrader sa valeur perçue. Et ça me gênait. Ça me gênait. Quand on a basculé sur le SaaS, j'ai trouvé ça super. Et l'inconvénient du SaaS, alors je parle pas de la partie revenu parce que côté revenu, le SaaS c'est incroyable. Côté difficulté potentielle qu'on a pu avoir, c'est que du coup, tu es tributaire aussi de la qualité du travail qui est fait par le client. Ouais. Et un client qui fait un test qui est entre guillemets de mauvaise qualité, mais quand j'entends mauvaise qualité, c'est que bah, des fois ils n'ont pas beaucoup de temps, donc ils veulent aller vite, et donc c'est un peu bâclé, etc. Et du coup, le résultat inhérent à l'utilisation de ta plateforme va être la manière dont ton client l'a utilisé. Et cette partie-là, des fois, elle est un peu délicate, tu vois, à gérer. Et justement, quand vous avez fait cette étape de basculer vers le SaaS, vous avez accompagné comment vos clients sur le fait d'utiliser votre outil? Ça a été du professional services, vous avez continué de garder des clients que vous continuez en mode service. Enfin, aujourd'hui, j'avais Alors l'image qu'il déjà, y on était avait sur. quand même beaucoup d'équipes qui étaient des UX researchers au sein de Testapic. Donc du coup, comment vous accompagnez quelles étaient les Bah, deux grandes choses. différences? Voilà. Alors, deux choses. Il y a la partie professional services, on l'a toujours conservée parce que déjà, on était sur fonds propres. Et donc, ce qui générait du revenu, c'était quand même les études au début. Donc, tu peux pas scier la branche sur laquelle tu es assise. Le deuxième intérêt de continuer le professional services, c'est que c'était un très bon catalyseur. Beaucoup de clients venaient nous voir pour faire une étude parce qu'ils se sentaient pas suffisamment équipés, robustes, ou ils avaient peut-être pas identifié le besoin suffisamment et la valeur d'utiliser la plateforme. Et donc, ils commençaient par une étude et ça nous permettait ensuite de switcher sur D'accord? sur du SaaS. Donc, c'était assez intéressant. Et on a continué le professional services aussi parce que ben, beaucoup de clients me disaient, ben voilà, moi je sais que je vais faire une vingtaine de tests tout seul dans l'année et ensuite j'ai un gros benchmark, un gros rendez-vous, trois gros rendez-vous dans l'année euh, où j'ai besoin que l'étude soit complètement externalisée parce que j'aurais pas le temps et puis parce que des fois et bon c'est comme ça hein, c'est la réalité des entreprises c'est beaucoup nous disaient si c'est un tiers une personne extérieure qui vient porter la recommandation ça n'aura pas le même poids que si c'est de l'interne qui la pousse et donc nos clients nous utilisaient beaucoup aussi pour faire ça voilà ça c'est la première partie de la réponse la deuxième partie de la réponse l'accompagnement alors euh, ça va pas plaire aux ayatollahs du SaaS, mais en tout cas, on n'était pas un Slack dans le sens où nos solutions sans accompagnement, moi j'y crois pas, ça marche pas. Ça nécessite de l'accompagnement, ça nécessite du CSM et c'est pas sale. Donc, et j'ai la stratégie que j'ai eue là-dessus, ça a été très vite de staffer, de faire un accompagnement qui était euh, assez assez près du client, dans le sens où les CSM chez nous n'avaient aucune fonction commerciale. Ils n'avaient qu'une fonction d'accompagnement parce que ma principale crainte, moi, c'était le churn. Et pas d'usage, pas de renouvellement. C'était mécanique dans ma tête, et c'est souvent comme ça. Et donc, les CSM avaient des plans pour pouvoir générer du contact, de l'interaction, pour pouvoir créer des roadmaps de tests, les questionner, les challenger, dire bah, ça c'est bien testé, attention. Donc d'un point de vue rentabilité, j'étais assez peu regardant sur le temps passé qu'avaient les CSM, que pouvaient avoir les CSM sur les clients. Parce que je m'étais dit, bon, tu as tout intérêt à ce que l'accompagnement soit cousu main.
Après, la difficulté que tu as par rapport à ça quand tu commences à avoir plusieurs dizaines, centaines de clients, c'est c'est que tu te rends compte que finalement tes plus gros clients, bah, c'est souvent ceux qui ont le moins besoin d'accompagnement parce qu'ils sont très matures. Et c'est tous tes tout petits clients qui, pour le coup, te prennent beaucoup de temps et là, t'es plus du tout rentable. Et donc, l'idée, ça a été de progressivement arriver à dire aux clients, attention, là, on a quand même, vous l'utilisez beaucoup, le CSM, donc on a essayé un peu de cadrer les choses. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile T- côté client. Tes CSM et tes UX Research Manager, ils étaient amenés à travailler pour des compétiteurs où il y avait justement vous avez mis un mur, en fait, qu'un UX Researcher ne pouvait pas faire des recos pour deux compétiteurs entre eux, de façon à ce qu'il n'y ait pas on va dire, de fuite de confidentialité entre ce que deux acteurs du marché pouvaient réfléchir. Bon, alors déjà, la base, c'était que tu fuites sur aucune donnée parce que si tu commences à donner des informations de ton compétiteur, ben, ton business, il est mort. Donc ça, On c'était est la d'accord? règle absolue. Et en fait, on le demandait aux clients. Il y a des clients qui disaient, moi, je veux une personne qui est experte dans le secteur de l'assurance et donc qui a travaillé avec tous les acteurs du marché parce qu'il sera peut-être plus pertinent dans ses recommandations parce qu'il connaît mieux le business. Et il y a des gens qui nous disaient, bah, je veux des personnes qui ont jamais travaillé avec un compétiteur et du coup, on leur mettait un consultant qui allait avec ça. D'accord. Hyper intéressant. Vous avez eu des clients qui ont été des vrais accélérateurs de business. Tu as parlé de tes gros clients, justement, qui étaient très matures, mais est-ce qu'il y a des clients qui vous ont permis de passer un cap ou qui vous ont demandé de passer un cap pour eux? Tu as des clients qui te demandent de passer des caps fonctionnels. Et ça a été un peu aussi une erreur, le côté un peu naïf de le client en a besoin, c'est un gros client, on développe la fonctionnalité. Parce que on n'a pas eu une approche produit qui était suffisamment bonne et mature au début, je pense, de centraliser tous les besoins, de construire une bonne roadmap et de faire ta roadmap en fonction de ce que toi et la totalité de tes clients demandent. Et donc, on a tiré un peu dans tous les sens au début, à développer des fonctionnalités pour des clients, finalement, où il y avait peu, quasiment pas d'usage. Je pense qu'on a tous fait cette bêtise, hein. Ouais. Et enfin, j'espère. Et, Je confirme. et donc, en fait, il y a des clients qui nous ont fait développer des fonctionnalités où il n'y avait pas d'usage. Et à l'inverse, il y a des clients qui nous ont bien bougé pour nous dire, les gars, il vous faut absolument cette feature, quoi. C'est la clé. Et c'est ce qui nous a permis de passer des steps, tu vois. Donc, fonctionnellement, il y a des clients qui nous ont vraiment accompagnés. Et ça, c'était vraiment super. Et puis parce qu'il y avait des clients qui étaient vraiment, en termes de compétences, des UX researchers chez des clients qui étaient vraiment incroyablement bons, hein, et donc qui nous challengeaient. Et c'est toujours bien de se faire bouger par ses clients. Donc là-dessus, c'était bien. Côté business, euh, comment le dire? T'as toujours le petit client qui devient un gros client. Euh, Et donc ça, c'est super. Là où on s'est fait un peu avoir, c'est que des fois, on s'est battu pour aller chercher des contrats cadres, des contrats groupes, pour avoir plusieurs entités, avoir un seul contrat. Et finalement, ça nous a commercialement et en termes de négo, je suis pas sûr que ce soit toujours le bon plan pour le fournisseur. Donc ça, j'en suis un peu revenu. Et ensuite, ce qui nous a surtout beaucoup aidé, les clients qui nous ont beaucoup aidé, c'est quand même, enfin, le temps moyen d'une personne dans une boîte, il est assez court dans le digital. Et par chance, on a beaucoup de clients qui, lorsqu'ils changeaient de boîte, nous prenaient dans leurs valises. Et donc, ça nous a permis beaucoup de faire beaucoup de conquêtes commerciales grâce à ça, d'acquérir beaucoup de clients grâce à comme ça. Euh, tu vois, le corollaire un peu de dire ben, on n'était pas radin sur l'accompagnement, etc. Bah, du coup, créer une relation, créer quelque chose qui est assez sympa avec le client. Et donc, on avait beaucoup de recommandations. On avait beaucoup de recommandations. Donc, c'est plus des personnes qui vous ont porté que des références qui vous ont porté.
si je résume. Oui, les références en vrai, les références, elles t'aident quand tu décides d'avoir une approche de conquête commerciale sectorisée. Et c'est bien d'avoir une ou deux références dans le secteur pour créer un beau livre blanc pour pouvoir industrialiser ta conquête commerciale. Mais au-delà de ça, c'est surtout les gens, hein, je trouve. Parce que la complexité, la technicité des tests, c'est c'est peu souvent les clients qui nous ont amené des typologies de tests spécifiques. Tu, Donc, ouais. tu viens de parler de conquête commerciale. Comment vous avez organisé les ventes? Et est-ce Alors qu'il y au a eu début, différentes organisations de vente en fonction des différents stades de l'entreprise? alors oui, des organisations. Il y a eu l'organisation artisan au début. Euh, ensuite, on a fait artisan plus plus. Et dès qu'on a commencé, en fait, il y a l'arrivée de Wilfried aussi, directeur commercial, qui a permis de structurer un petit peu tout ça. Et dès qu'on a migré sur un modèle SaaS, on a commencé à automatiser les méthodologies commerciales. Parce que déjà, bah, tu as une équipe plus importante. Donc, dès que tu as une équipe plus importante, bah, mécaniquement, tu dois structurer les choses, sinon c'est la bagarre. Et, euh, et en fait, on s'est retrouvé dans la problématique, je pense beaucoup ont, où 80% de ton objectif, il est fait soit par de l'appel entrant, soit par de la recommandation, soit par, enfin, avec un effort minimum. Les 20% qui te manquent pour aller chercher ton objectif, c'est pas juste, mais c'est en termes d'effort, c'est incommensurable. Et donc, on s'est retrouvé où je faisais beaucoup de mois de commercial et, euh, et donc quand c'est le fondateur qui fait du commercial, c'est quand même plus facile parce que tu incarnes la société, tu racontes une histoire, tu t'embarques plus le client avec toi, donc c'est plus facile d'aller transformer. Quand c'est des équipes commerciales qui doivent faire le travail, il faut leur fournir des outils, il faut leur fournir des leads, il faut leur apporter des rendez-vous. Et donc, on a commencé à faire ce que je parlais tout à l'heure, une approche sectorielle. On s'est équipé en outils aussi parce qu'on était un peu, quand je parle d'artisan, c'est artisan dans tous les sens du terme. On n'avait pas d'outils, on n'avait pas de CRM, on n'avait pas de market automation, on n'avait pas tout ça. Et donc, on a mis en place tous ces outils et on a eu des approches sectorielles avec des SDR et de la prise de rendez-vous. Et là, on a testé plein de trucs. On a fait des salons, on a fait de l'acquisition, on a testé pas mal de choses. Mais aussi des choses qui paraissent contre-intuitives des fois et qui ont très bien marché. Tu vois, tu te dis, bah, tu fais un webinar, tu te dis, bon, bah, le webinar, c'est pas ce qui va t'apporter le plus de leads. Bah, il marchait particulièrement bien nos webinaires parce qu'on avait 100, 150 personnes sur le webinaire, on arrivait à générer pas mal de leads. Et il faut aussi arriver à comprendre qu'un lead, c'est une somme de touches. Une personne vient lire un contenu, vient lire un livre blanc, assiste à un petit déjeuner, tu le rencontres sur un salon. Enfin, c'est une somme de touches qui, au final, va te générer l'opportunité. Et c'était d'ailleurs un peu difficile pour nous parce qu'au bout d'un moment, on a voulu quand même bien mesurer le ROI de chacun de nos canaux. Et, euh, et bah, comme sur de l'acquisition classique, hein, si tu l'as fait à la dernière touche, bah, tu as un peu triché. Donc, c'était comment on arrive à pondérer un petit peu les différentes touches. Et est-ce qu'on arrive surtout à bien les mesurer, ce qui n'était pas toujours évident non plus. Donc, on a commencé ensuite à s'équiper, s'outiller pour pouvoir, avec une structure classique, hein, market automation, SDR. Ensuite, on avait des account exécutifs qui closaient, et ça partait sur des account managers qui eux faisaient les renouvellements et l'upsell. Vous avez choisi quoi comme outil d'accompagnement? On avait HubSpot. On avait HubSpot sur la partie CRM. On avait utilisé un outil de market automation qui est une société française, j'ai oublié le nom. Non, oui, Pledzi. Ouais, je crois que c'est ça, je me souviens plus. Et ensuite, on a tout migré sur HubSpot parce que c'était quand même plus pratique. C'était quand même plus pratique, ça Le faisait moins de classique, ouais. boulot. Ouais. Bah, tu sais, tu remontes pas la roue, hein. Euh,
tu prends des solutions qui marchent. Déjà, tu essayes de bien utiliser les solutions qui marchent, parce que le paramétrage et le setup de ces outils, ça prend quand même du temps pour que ça fonctionne bien. Donc, non, ça faisait le boulot. C'est bien. Tu nous as parlé de Wilfried comme donc qui est devenu votre directeur commercial comme quelqu'un qui avait changé la donne sur cette partie-là. Est-ce qu'il y a eu d'autres recrutements stratégiques que tu as mis en place et quand? Bon, en vrai, tu sais, les pôles que tu as, le pôle CSM, qui est un pôle clé qui était opéré par Pauline. Tu avais le produit, la tech et le commerce. Alors après, tu as les RH, mais les RH, on était assez mal structurés là-dessus, donc c'est moi qui l'opérais. Mais, D'accord? et la finance, c'est moi qui l'opérais aussi. Mais ces quatre pôles-là, si les quatre travaillent pas ensemble, n'arrivent pas à bien collaborer, c'était pour moi un peu les postes clés de la boîte. Donc, ça s'est à chaque fois vérifié parce que forcément, en 12 ans, 13 ans de société, bah, tu as des trous, des fois, tu as des gens qui partent, etc. Et dès que tu as une personne qui est un peu moins affûtée sur un des postes, bah, ça impacte toute la société, je trouve. Donc, 4 pôles, 4 associés, vous étiez répartis les tâches comme ça au début? pas du tout. Pas du tout? Au début, au début, on était quatre, hein, donc au début, tu fais tout. Tout le monde est partout. Tu colmates ce que tu peux colmater. Ensuite, non. Ensuite, bah, Pascal était sur la partie tech. Seb gérait la prod. Sébastien gérait la prod parce que c'est là-dessus où vraiment il excelle. Et ensuite, Rodolphe, lui, s'occupait de la partie qualité et UX. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on s'est organisé. Et puis ensuite, la boîte a grandi, les postes ont un peu changé. Et on a recruté aussi parce que il faut avoir conscience que on n'a pas toujours enfin, c'est pas parce que tu es fondateur que tu es bon partout. Et on avait conscience de nos faiblesses et donc on est allé chercher de la compétence qu'on n'avait pas. Euh, et donc c'est pour ça d'ailleurs, hein, que tu vas Hmm. chercher des profils. Ouais, complètement. Donc on est allé chercher des gens qui avaient une compétence qu'on n'avait pas. Après, ce qui est dans le plan de croissance, c'est difficile des fois d'avoir des profils où tu as besoin à l'instant T qu'ils soient dans le faire et quand la boîte est en croissance, qu'ils soient dans le faire-faire. Et ça a été j'en ai fait beaucoup des erreurs, mais ça là, ça a été une grosse erreur du coup, de mettre des gens à des postes de management où c'était pas leur souhait, leur envie. Du coup, ça s'est pas toujours bien passé et du coup, tu perds du temps. Tu veux dire que en fait, certains collaborateurs étaient bons pour une étape, mais pas forcément le bon collaborateur pour l'étape d'après? Collaborateurs, fondateurs, enfin pour tout le monde, hein, en fait, c'est difficile parce que soit tu embauches quelqu'un avec une perspective et tu sais qu'il va être capable de monter en compétences pour porter une charge et future de management, de projet, donc tu sais que ça peut aller. Et donc, il risque de s'ennuyer au début par rapport aux missions que tu lui donnes. Et donc, tu as un risque de le perdre. Soit tu recrutes quelqu'un qui va bien dans le job que tu lui demandes à l'instant T, avec le pari de te dire est-ce que la personne sera capable de monter en compétence suffisamment pour pouvoir se projeter dans un poste plus important dans le futur. Et bah oui, quand plus tu as des variables, plus des fois ça foire, hein. Mmh. Vous avez mis quoi comme culture d'entreprise pour faciliter la croissance de Testapic? Honnêtement, on n'a pas toujours été un bon là sur ces sujets-là. Désolé s'il y a un petit peu de bruit, hein, vous me dites. Euh, on n'a pas toujours été bon sur ces sujets-là. On n'a pas toujours été bon, et moi en premier, sur des sujets de management, dans la manière, dans l'approche, dans la manière d'embarquer les gens avec soi.
de donner l'exemple et de tirer la locomotive. Des fois, on n'a pas toujours été, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas toujours été bon là-dessus. Euh, et c'est aussi lié à des sujets de culture. Et du coup, la culture, c'est jamais quelque chose qu'on a vraiment posé dans la boîte. On a essayé de faire des ateliers, des choses comme ça en séminaire. Bon, en vrai, ça fait vite un truc tarte à la crème et qui est pas très, qui est, qui est pas très opérationnel au quotidien, ou en tout cas dans lequel les équipes s'identifient pas forcément. Euh, la, la- je trouve la plus grosse réussite qu'on a eue, euh, c'est qu'on recrutait des gens avec qui on avait un fit, Ouais. au-delà des compétences. Et donc, à partir du moment où tu as tout le monde qui est à peu près dans une... Et tu peux le faire jusqu'à une certaine taille, parce qu'après, je trouve que ça marche plus, c'est plus difficile. Mais euh, quand tu as des gens qui ont à peu près une même vision de la vie, un même état d'esprit, etc., ça crée forcément ça crée du lien. Et il y a beaucoup de et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez Testapi, que les gens étaient très liés les uns aux autres humainement. Et donc le fait que les gens soient très liés les uns aux autres, il y avait beaucoup d'entraide dans les équipes. Un esprit de famille, en Euh, fait. c'était très familial. Et alors, c'est intéressant si vous avez d'autres personnes qui ont passé un step que nous, je sais plus combien on était à la fin 70, un truc, quelque chose comme ça. Si tu as des gens qui ont passé un step de 70 à 150 ou à 200, je pense que ce que tu arrives à maintenir sur une, je sais pas, 70, 100 personnes peut-être, quand tu passes le cap, forcément, mécaniquement, ça tient pas. Et donc, c'est comment tu arrives à maintenir ou créer une culture une fois que la boîte a grossi. Le côté famille, c'est un côté culture, entre guillemets, qui est facile à faire quand tu es petit. Je sais pas comment tu peux le transposer sur des structures plus grosses. Écoute, on interviewera des personnes qui ont passé ce step et je te transférerai le lien pour que tu écoutes leur C'est gentil. épisode. Et voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un Et- vrai sujet, je pense. C'est un vrai sujet, je pense que bon après ça veut pas dire que quand tu es une petite boîte c'est toujours t'as toujours une bonne ambiance, mais c'est un élément important. Puis en plus, enfin, tu vois, Testapic, on était sur fonds propres, on n'était pas capable de payer des salaires mirobolants parce que techniquement, on pouvait pas le faire. Euh, Ça a été un vrai sujet quand on est passé en période de Covid parce que bah, tout le monde était chez soi, toutes les équipes enfin Covid nous ont dit bah, on va rester full remote. Je leur dis mais en fait si vous venez chez Testapic, c'est ok pour le job, mais c'est aussi parce que vous venez dans une petite structure qui est dynamique, un côté familial où tout le monde s'entend bien. Si tout le monde est éparpillé à gauche à droite, en fait, vaut mieux aller bosser chez Total parce que vous serez plus payé, vous aurez une meilleure rémunération en fait. Donc je pense que ça a été très difficile pour des petites structures cette étape-là de garder un lien. C'était un choix pour toi d'être toujours sur fonds propres ou c'est que il n'y a pas eu l'occasion ou... Un choix, non. En fait, au début, on a voulu lever, puis on a vite basculé sur le mode service, donc je me suis dit, bon, on n'a pas besoin parce qu'on génère du revenu. Ensuite, on a voulu accélérer et lever, et donc on est parti dans un tour des fonds pour pouvoir lever quelques millions d'euros, et qu'on a trouvé, mais avec des... en fait, les fonds qui nous suivaient, c'était des gens avec qui j'avais pas envie de faire. D'accord. J'avais pas de. Enfin, si dès le départ tu sens que le mariage il est pas bon, c'est pas bon signe. Et on avait la chance d'être rentable, donc on n'avait pas le couteau sous la gorge, donc on avait le luxe d'avoir le choix, de dire bah on fait pas, c'est pas grave. Et les fonds avec qui m'avaient vraiment inspiré, les gens avec qui j'avais vraiment envie de travailler. Euh, alors, je pense que c'est la meilleure excuse que les fonds sortent à chaque fois, mais c'est pas le bon timing. C'est pas le bon timing. T'as trop de services, t'as trop de ça, t'es pas assez gros, t'as pas assez de clients, t'as pas. Enfin, il y a toujours une variable qui va pas. Et du coup, les fonds avec qui honnêtement, je me sentais bien de le faire, m'ont dit attends un peu, fais ci d'abord, coche ces deux trois cases et reviens me voir. Bon, et au final, on a fait tout seul comme des grands. Hmm. Mais et du coup, effectivement, c'est un retour qu'on a souvent sur le fait que quand on est dans une activité hybride avec beaucoup de professional services et du SaaS à côté, c'est pas lisible, c'est pas quelque chose que les fonds français savent bien lire. Et effectivement, c'est souvent quelque chose qui se développe tout seul, où un peu de dette aide suffisamment.
Oui, on a fait un peu de dette, on a fait un peu de dette, mais dès que tu vas avoir un fonds, que tu dis que tu as du professional services, c'est sale, hein. C'est sale. La gymnastique de le planquer, enfin le planquer, on s'entend, mais d'essayer de favoriser de manière excessive le SaaS pour planquer le professional services, j'étais pas à l'aise avec cette approche. J'étais pas à l'aise avec cette approche et tu comprends que finalement en fait c'est assez normé, c'est des matrices et soit tu es dans la case soit tu pas dans la case. Ma lecture partielle elle est un peu là-dessus quand même. Mais du coup, je comprends. Tu es approché par des fonds, mais j'imagine qu'en même temps, tu es approché par des industriels. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, tu te dis, on va basculer dans un processus d'adossement? Est-ce que c'est un choix perso? Est-ce que c'est un choix par rapport à la taille de la société? Bon, c'est plein de trucs, hein. Déjà, on a démarré la discussion, c'était 2021. Nous, ça faisait plus de 10 ans qu'on était sur le qu'on était sur le pont. D'accord? Sur fonds propres, je vous donne les raisons perso d'abord. On se payait peu ou pas pendant 10 ans parce que tout l'argent on l'aurait injecté pour investir, pour développer la boîte. Euh, c'est beaucoup d'énergie quand même aussi. Donc on était un peu rincé. On était un peu rincé. Mais bon, t'es fatigué, tu peux aller chercher des appels d'air quand même, hein, tu peux souffler. Et donc, on s'était dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on lève, soit on s'adosse à un industriel. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cette période-là, les levées étaient énormes. Nos concurrents américains avaient déjà levé des centaines de millions d'euros. Nous, on commençait à réfléchir et voire même à développer des nouveaux pays. Et tu sens que la bagarre, elle est plus difficile parce que dès que tu veux lancer un pays, c'est très cher. Plus les phases de tâtonnement et les erreurs que tu peux faire parce que tu dupliques ce que toi tu sais faire en France et que tu as l'impression que ça va marcher partout, ce qui est faux. Euh, et puis les autres ont une force de frappe qui est pas du tout la même. Donc, tu vois, même si on levait 30, 40, 50 millions d'euros, on aurait toujours été suiveur. Et tu sentais qu'on arrivait dans une phase de concentration de marché. Et donc on n'aurait pas pu lever suffisamment pour reprendre une place de leader parce que les leaders avaient trop d'avance. Et donc on a assez vite pivoté sur une approche industrielle. Et puis parce que pour une autre raison aussi, c'était que sur du très grand groupe, on était assez mauvais pour aller faire du mapping et avoir la capacité à rentrer dans les comptes de manière très fine. Et on s'est dit, ben, un industriel sur une solution qui est soit cousine, soit proche, peut nous permettre d'être implanté beaucoup plus facilement chez des grands groupes. Vous aviez eu d'autres approches avant 2021? Ouais, on en a eu en toute modestie, hein, tous les 6 mois. Non, c'est pas vrai. On en a eu, ouais, je pense petite dizaine, une petite dizaine. Et qu'est-ce qui fait que vous étiez pas prêt? Bon, il y a des sujets internes, il y a des raisons internes, il y a des raisons des fois parce que c'était pas le bon moment. On s'est dit bah non, on peut faire mieux seul. D'accord? Euh, donc c'est ce qui nous a un peu, c'est ce qui nous a un peu à chaque fois fait on n'a pas donné suite. On n'a pas donné suite. Puis après, alors, je sais pas comment. Moi, je marche beaucoup au feeling. Et des fois aussi, c'est des rencontres qui se font pas où tu te dis j'ai pas envie quoi. Je pense que ce qui nous a toujours, j'ai adoré le fait d'être sur fond propre et de vivre avec mes bêtises et, 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 et de pas rendre de compte. J'ai adoré ça. Euh, la limite de ça, c'est que qu'est-ce que j'ai fait comme connerie?
Des fois, ça m'aurait fait du bien d'avoir quelqu'un qui une petite tape dans la nuque pour me dire, allez là, il faut accélérer là-dessus, il faut se dépêcher, là vous y êtes pas. Et j'avoue qu'il y a, voilà, j'ai trois, quatre moments clés où si on m'avait un peu bougé, on serait allé plus vite, beaucoup plus vite. Tu penses à des moments particuliers? Bah, des moments Covid, c'est surtout lié des fois à du produit, tu vois. Tu te dis, tu as tendance à laisser un peu glisser, à pas faire l'investissement nécessaire. Tu es un peu petit bras des fois dans les investissements, tu vois. Tu dis en fait, il fallait y aller, tu vois. Il fallait y aller plus vite, plus fort. Et, Il c'est fallait un peu quelqu'un pour te donner l'inconvénient. confiance, en fait. Oui, où tu cherches des fois un peu l'approbation aussi, ou vers la fin on le faisait beaucoup plus d'aller chercher à l'extérieur, écouter, prendre conseil, notamment pour l'international. Euh, Au début, j'osais pas. Au début, je me sentais pas légitime d'aller voir les gens, lui dire comment tu ferais ça, etc. Euh, c'est, je trouve que tu es plus à même et capable de montrer tes faiblesses quand toi tu te sens fort. Et à la fin, je me sentais plus fort, là, je sentais la société plus forte. Au début, je me sentais fragile, donc j'avais plus de mal à montrer qu'on était moins costaud, quoi. Qu'est-ce qui fait, enfin, quand vous avez pris la décision d'avancer, tu dis 2021, comment vous êtes organisé? Comment vous l'avez présenté? Est-ce que vous l'avez présenté aux équipes? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez tenu les équipes un peu éloignées de ce processus-là? Non, non, j'ai tout dit dès le départ. J'ai tout dit dès le départ. Et j'ai dit exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dit voilà, on fait un dual track, quoi. Dans le sens où on a une approche levée et une approche institutionnelle, industrielle. Euh, Là où non, j'ai toujours été très bon transparent. Tu dis ce que tu peux dire aussi. Hein, enfin, techniquement, tu peux pas tout dire déjà pour des raisons légales des fois, mais tout ce qu'on pouvait dire, on le disait. Mais on a toujours été comme ça, même dans les chiffres. Tous les mois, on présentait le chiffre d'affaires, la renta, là où on était bon, pas bon. On a toujours eu cette approche-là. Je me suis dit, enfin, notre posture, c'était, je me dis, ça quand tout le monde a la même info, c'est plus simple. Et je me suis rendu compte de ça d'ailleurs, plus on était gros, plus toi, tes choses te semblent évidentes parce que forcément, tu as la vision globale, tu connais tous les tenants aboutissants et tu te rends compte que si l'information, elle descend pas, il y a des choses qui peuvent paraître incohérentes pour les équipes. Et là-dessus, on n'a pas toujours été. Je me rendais compte qu'à la fin, l'information, elle avait plus de mal des fois à redescendre, soit parce que je la communiquais pas bien, soit parce que aussi, bah, certains managers faisaient un peu tampon de temps en temps. Et ça, tu mets du temps à le voir, t'en rendre compte. Donc voilà, t'apprends quoi. Et donc on a fait les deux. Et la bêtise moi que j'ai pu faire là-dessus, c'est que quand on a commencé et que ça s'est très vite dessiné comme une approche industrielle, parce que le fond, les fonds, la levée, ça allait pas le faire. Je l'ai pas dit tout de suite aux équipes. Et donc, quand je l'ai communiqué aux équipes, ils ont dit, mais en fait, les gens prennent l'info qu'ils veulent bien entendre. Et donc, tu dis, bah, on va faire de l'industriel ou un fonds d'investissement, ça sera soit l'un, soit l'autre. Il y a du plus, il y a du moins dans tous les cas, etc. Et puis à la fin, on dit, bah voilà, on vend un user Zoom. Les gens disent, mais attends, on fait pas de levée. Et puis, t'as l'air surpris. C'est pas une surprise, en fait. Hein. On en parle depuis un an et demi. Je vous explique ce qui se passe. Donc, c'est toujours un peu, ça a été un peu stressant pour les équipes et c'est normal. C'est normal. Tu avais fait le choix d'ouvrir le capital aux salariés. Et du coup, j'imagine que ça a peut-être favorisé le fait de redescendre l'information et d'accepter cette décision, ou pas? Bah, déjà, tout le monde, tu peux pas le faire pour toutes les équipes parce que bah, déjà techniquement, ta poche de BSPCE, au moment, elle est toute utilisée, refaire un process et tout, enfin, ça devient compliqué. Du coup, il y avait des règles qui étaient des règles liées à l'ancienneté, liées au poste, des choses de ce type-là. Donc oui, les gens qui, en fait, c'est pas forcément.
c'est pas forcément le fait d'avoir des BSPCE ou pas des BSPCE qui fait que tu comprends ou pas le projet, hein. Parce que tu vois, nous, on avait des personnes qui n'en avaient pas et qui ont très bien compris la stratégie, qui ont très bien compris l'approche. Euh, c'est du cas par cas. Et à l'inverse, tu avais des gens qui avaient des BSPCE et qui étaient, qui étaient, pour qui c'était moins clair aussi. Donc, je suis pas sûr que le fait d'avoir des parts, ça te donne plus de lisibilité parce que de toute façon, l'information est partagée à tous de la même manière. Et puis, il y a des informations qui sont des fois des informations qui sont très importantes. Si toi, tu fais passer l'information aux managers pour que eux la retranscrivent à leurs équipes, bah, tu sais que une équipe A et une équipe B, elle l'interprétera pas de la même manière parce que forcément, elle va être sous le prisme de la manière dont la personne qui la présente va le faire. Donc, les informations clés, c'est moi qui les présentais pour être sûr que tout le monde a le même message. Tout le monde n'aura pas la même écoute, mais tout le monde aura le même message. Comment vous avez organisé ce processus en fait? Tu nous as dit, voilà, vous partez, mais vous êtes fait accompagner. Cet accompagnement, il a duré longtemps. Il a été initié par toi, par une banque qui vous a approché. Ça s'est passé comment? Non, bah déjà, on voulait être accompagné parce qu'on était complètement débutants sur ces sujets. Donc, l'accompagnement était un prérequis. Ensuite, trouve le conseil qui est capable de bien t'accompagner. Et là, c'est rigolo parce que tous les gens que tu rencontres dans ces métiers-là, c'est tous des gens très intelligents. Enfin, la très grande majorité de ceux qu'on a rencontrés. C'est tous des gens très intelligents, qui bien câblés. Donc, c'est au-delà des aspects financiers. Et d'ailleurs, enfin, c'est toujours pareil. Quand tu fais ce type quand tu cherches ce type de service-là, le prix est pas la seule composante dans ta prise de décision parce que pas cher, des fois aussi veut dire une prestation associée au prix. Et donc, euh, ça a été hyper difficile. Et donc, je m'en suis remis aux recommandations, aux gens aux copains qui ont fait des deals avec différents types de conseils et qui m'ont dit, voilà, là, tu peux y aller les yeux fermés. Et on a fait un excellent choix. On est passé avec, bon, on n'a pas pris un gros risque. On est passé avec Cambon Partners. Et bah, ils ont fait un super boulot, hein. Que ce soit Michael Azenko, Oriane et Gabriel, ils ont vraiment bien travaillé. Et c'est rigolo parce qu'ils ont un- ils- c'est un process qui est long pour préparer la vente. Et quand tu rentres dans la bagarre, en fait, c'est rigolo. Il te prépare, il te coach. C'est un peu, c'est ton conseil, c'est ta psy, ils te font un peu, ils font un peu tout pendant cette période-là parce que toi, t'es quand même, tu vois, j'ai eu un an où t'es quand même c'est la machine à laver un petit peu. Tu travailles beaucoup, 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 beaucoup. C'est une phase de ta vie qui est, en tout cas professionnellement, qui est particulièrement stressante. Euh, et donc, ils m'ont bien accompagné. Ils savent faire quoi. Ils savent faire. Tu as des exemples, par exemple, de ce sur quoi tu n'étais pas préparé et sur lequel tu as eu besoin d'un accompagnement? Bah tout. C'est-à-dire euh, la préparation des supports pour qu'ils soient intelligibles. Moi, je pitchais au fond comme si c'était des clients. J'avais une manière de pitcher ma boîte comme si je la vendais. Alors, c'est très bien de vouloir vendre sa boîte, mais c'est pas c'est selon ton interlocuteur, c'est pas les messages qu'ils attendent. En tout cas, pas les seuls, tu vois. Et il me manquait plein de choses sur la dimension financière, sur les indicateurs clés que les potentiels acquéreurs regardent. Et en fait, tu fais une stratégie dédiée pour chacun d'entre eux parce que bah, que tu parles à une SN ou que tu parles un outil SaaS ou que tu parles à une agence, ils regardent pas les mêmes indicateurs, ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes. Et donc à chaque fois, tu personnalises ton argumentaire, tes indicateurs, etc. Pour pouvoir être le plus attractif possible pour générer un match. Et ça, franchement, j'aurais pas eu la banque que j'aurais été incapable de faire ça.
Avant de rentrer dans le processus, il y avait des indicateurs que tu suivais pas et que tu t'es mis à suivre spécifiquement pour le processus? Bon, le chiffre d'affaires, non, je plaisante. Le, euh, c'est dur ta question. Ce qui me vient en tête, en fait, c'est tous des indicateurs de LTV, de coût d'acquisition client, de notion de rentabilité client. Tu vois, c'est des choses qu'on mesurait moins et sur lesquelles on nous a demandé beaucoup d'indicateurs. Euh, Presque de la compta euh, analytique, en fait. Sans aller jusque-là, parce que c'est pas ce qu'on a fait, mais en fait, on faisait peu d'analyses. On faisait peu d'analyses finalement sur les clients du début en fin de chaîne. Voilà. Des approches sectorielles, des approches de ce type-là, tu vois, on le faisait peu. On faisait peu. Et les clients, les potentiels hackers, c'est ce qui demande, et à juste titre, hein, parce qu'une fois que j'ai eu l'info, je me suis dit, ah oui, c'est intéressant. J'aurais dû le faire avant. Et, euh, et c'est une approche qui est rassurante aussi pour un acquéreur sur Mhm. ces indicateurs. Je pense que tes hackers veulent être veulent s'assurer de la prédictabilité de ton revenu, en fait. C'est pour ça qu'ils te posent ces Bah questions. évidemment, évidemment. Et en fait, tu te rends compte aussi, comme la petite boîte qui grossit, quand il y a beaucoup de choses que tu ne formalises pas parce qu'elles sont dans ta tête, elles sont évidentes. Et en fait, un tiers, il te dit, bah oui, mais c'est déjà t'es une personne clé, mais bah, peut t'arriver un truc, et où tu peux partir. Et donc, en fait, nous, il faut qu'on ait quelque chose qui soit le plus structuré, prévisible, compréhensible possible. Et c'est Quels sont compliqué. les points du process qui t'ont le plus surpris ou le plus chamboulé? Bah, quand tu as fini ton roadshow et que tu attends les LOI, non, même avant ça, en fait, tu as tous tes champions, les gens qui te parlent depuis des mois, qui te disent dès que vous faites un deal, dès que vous ouvrez, je veux en être un, je veux en être. Donc toi, tu te dis bah ok, c'est cool, on va lancer, ça va cartonner, je suis sûr. Et puis tu lances et puis tous tes champions ils disent ah ben non finalement non on fait pas parce que c'est pas le bon moment, parce qu'on le chiffre est pas bon, parce qu'on n'a pas levé, parce que tout le monde a une très bonne C'est raison pas de le pas bon faire. timing. Voilà. Voilà, ils font pas quoi. Et là, je me suis retrouvé dire bon, alors mes champions, qui restent bah, il y en a plus beaucoup. Et là, tu commences un peu à stresser. Tu te dis bon, alors comment on va faire? Et puis c'est là où la banque te rassure. La banque te dit en fait c'est normal, c'est tout le temps comme ça. Et donc on élargit, on machin. Et puis donc tu fais toute cette partie-là. Ensuite, tu as tes LOI. Là, tu as une phase de stress parce que tu dois faire un choix. Euh, un ou N potentiels acquéreurs. Et après, tu as du stress quand tu rentres dans des phases d'audit et de contrat. Le contrat, c'est solide aussi. Mais les phases d'audit, parce que les phases d'audit, tu te dis à chaque instant, ça va péter, ça va péter. Ça plaît pas, ils sont pas contents là. Ah, ils sont pas contents, ça plaît pas là. Et à chaque fois, c'est le stress. Et en fait, c'est un jeu. Tout le monde fait poker face. Tout le monde joue sa partition. Tout le monde est dans son rôle pour essayer l'acquéreur veut faire baisser le prix, toi tu veux maximiser la vente, donc c'est un jeu quoi. Mais quand c'est toi qui es au milieu quand c'est toi le petit cochon au milieu, t'es un peu stressé des fois. Et puis C'est la différence, c'est comme on était petit, tu vois, dans les gros deals, t'as un DAF, t'as du monde autour de toi, tu vois. Là, non pas que j'étais seul, mais un peu des fois quand même, parce que t'as pas personne peut t'accompagner quoi. c'est là où tu étais plus grand moment de doute sur tout le process, j'imagine? En vrai, jusqu'à la signature, dans stress, hein. Jusqu'au closing, j'ai cru qu'à la fin, ça allait pas faire. Jusqu'à la fin. Même si la banque te dit, T'avais des signes qui te demandaient ça ou c'était parce que c'était de la superstition?
Non, un peu de superstition, un peu de stress, qu'on se le dise. Je pense que j'étais plus stressé que la banque. Euh, Plus stressé que la banque parce que la banque, au bout d'un moment, te dit. En fait, le rôle de la banque, c'est que comme ils travaillent avec des fonds, etc., ils ont un énorme réseau. Ils ont quasiment, je ne sais pas, il faudrait leur demander à eux, mais à chaque fois qu'ils font un deal, ils ont déjà fait un deal avec le fonds ou avec. Enfin, ils ont déjà travaillé avec eux. Donc, je pense qu'ils savent très vite si c'est chaud ou pas chaud, tu vois, si ça peut péter ou pas péter. Même si je pense que chaque deal est particulier, j'ai pas suffisamment d'expérience pour en parler. Là, la particularité pour Cambon, c'était qu'on travaillait avec Thomas Bravo et UserZoom, ils avaient jamais rien fait avec eux. Jamais, jamais, jamais. Donc ils disent, en fait, on sait pas, ça peut péter à tout moment. On n'a pas on n'a pas le retour. Alors ils essayent d'en avoir, mais c'est dur. Et le meilleur retour, c'est quand tu vois les conseils qu'ils mettent pour faire les audits et tu te dis bon, ça a dû coûter quand même ça a dû coûter quand même un petit budget. Au bout d'un moment, ils engagent des conseils, ils engagent des conseils, ils engagent des conseils. Enfin, quand tu commences à engager des millions d'euros dans un due deal, tu te dis ils veulent le faire, quoi. C'est pas possible. Donc, soit ils trouvent vraiment un gros cadavre quelque part, ce qu'on n'avait pas parce que tout était bien entendu propre. Alors, mais tu as toujours le petit truc de la fin qui arrive, tu as toujours la petite clause pas prévue, tu as toujours c'est un peu, t'as toujours un truc. Le process est intense. Toi, comment tu t'es préparé à gérer justement ce stress et tenir dans la durée? Je me suis pas du tout préparé et, et la banque te dit, en fait, toi, tu reçois les LOI, tu fais les due deals, tu as le confirmatory bid, donc tu te dis là, je me suis relâché, tu vois. Quand on a eu l'offre confirmatoire, où vraiment, je me suis dit, bon, voilà, ça y est, c'est plié là, c'est plié. Et il m'a dit, garde un peu de jus, parce que là, on attaque le contrat. Et je pensais pas que le contrat, j'étais vraiment sur les rotules à la fin et t'attaques le contrat. Et le contrat, en plus, c'était des avocats américains, etc. Et puis le diable se cache dans les détails. Donc, heureusement qu'on t'a des conseils et tu vois, nous, on a travaillé avec Julien Profit, Ingrid Chantrier qui nous ont accompagnés sur la partie légale. Franchement, ils ont été super. Ils ont été super. Aussi, je joue un peu le rôle de psy à ce moment-là. La banque s'efface après, en fait. Une fois que tu as l'offre, bah, elle s'efface. Enfin, elle a plus, c'est les avocats qui reprennent. Et donc, la dernière étape, elle est assez stressante. Parce que tu dois forcément faire des concessions. Tu dois forcément faire des concessions. Et donc, en termes de négo, c'était vachement intéressant parce que, en gros, tu te dis, bah, ok, ça, je veux vraiment pas le lâcher, aussi important soit-il, parce que des fois, c'est des choses complètement futiles, mais pour toi, c'est important. Donc, tu dis ça, je veux pas le lâcher. Et du coup, l'avocat te dit, bah, écoute, si ça, tu veux pas le lâcher, t'as qu'à dire que c'est autre chose qui est très important. Comme ça, tu montres que tu fais un très gros effort en lâchant ton truc qu'en fait, tu avais prévu de lâcher pour qu'au final, le truc que tu veux vraiment, il passe. Et donc, c'est une gymnastique qui prend, qui prend un peu du temps, tu vois. Et puis, t'es en fin de process, t'es rincé, donc t'es un peu moins vif des fois. Revenons un petit peu avant dans le process. Tout à l'heure, tu as parlé que vous aviez reçu des LOI. Qu'est-ce qui a fait que que vous avez choisi celle-ci plus qu'une autre? Bon, l'argent, hein. le, euh, les user Zoom, honnêtement, ils faisaient exactement la même chose que nous. C'est des gens avec qui on a eu un super fit. Euh, ils ont, ils ont vu des choses dans le produit qu'ils ont vraiment apprécié, qu'ils voulaient reprendre dans leur plateforme. On avait une organisation qui était très similaire. C'était des gens avec qui j'avais envie de bosser. L'offre était sympa évidemment, mais c'était des gens avec qui j'avais envie de bosser et dans lequel j'avais l'engagement que les équipes allaient suivre et pour laquelle je m'étais dit ben les équipes auront envie de bosser avec eux aussi.
Tu as parlé Donc, du produit. bah, vas-y. Non, là, je disais, tu as parlé du produit, tu as parlé des cadavres dans les placards. Pour toi, en fait, il y a quel pourcentage du deal qui dépend de la préparation que tu as eue en amont et de ces 10 ans avant de structuration pour réussir ce deal? Ben, le deal n'aurait pas pu se faire plus tôt parce que nous n'avions pas suffisamment de traction et la part du chiffre d'affaires en SaaS n'aurait pas été suffisante. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'était le moment, c'était le bon momentum. En tout cas, c'était le bon moment. Deux, on aurait difficilement, enfin, si tu peux toujours vendre un business, mais en vrai, j'avais peu d'indicateurs, on pilotait pas bien l'activité. Au moment où on a fait le deal, alors oui, la banque m'a énormément aidé pour structurer ça, pour que ce soit intelligible d'approche de financier. Mais finalement, UserZoom, quand on leur a présenté ce qu'on faisait, je me suis rendu compte que quand je parlais à UserZoom, les indicateurs, avec nos indicateurs d'avant, ils auraient compris parce qu'on faisait exactement la même chose. Donc c'était très clair pour eux. En fait, ce qui est difficile, c'est expliquer ton business à quelqu'un qui vient pas de ton business. Et surtout quelqu'un qui est financier. Il est très 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 intelligent, il comprend très vite, mais des fois, tu te dis, mais en fait, il a pas vraiment compris ce qu'on fait, je pense. Tu vois, on a parlé des fois à certaines boîtes. Je me dis, mais il a toujours pas compris notre business, je pense, parce que ça fait 10 fois que je lui explique la même chose. Alors soit je suis très nul, je l'explique très mal, soit en fait il a envie d'entendre quelque chose que je suis pas capable de lui dire et donc il va me le formuler 10 fois différemment. et, ça, et ça, on l'a eu quand même pas mal de fois. Donc à la fin, on était suffisamment structuré, je me sentais suffisamment fort, et puis parce que pendant un an, honnêtement, j'ai rien géré de test applique. Hein. J'étais pas dans la boîte, C'était dans le très process. peu. J'étais dans le process. Ça m'a pris un temps incroyable. Donc si t'es pas suffisamment staffé, si t'as pas suffisamment confiance dans les gens pour faire tourner la boutique quand toi t'es ailleurs. Et d'ailleurs, de quand t'entends tous les podcasts, toutes les recommandations, beaucoup te disent en fait je me défocus. Et du coup, si je me défocus, le business y plonge par chance. On avait des équipes super et donc quand je me suis défocusé, le business a pas plongé, pas du tout, voire même l'inverse. Donc c'est génial, c'est génial. Dans ta vie de dirigeant, maintenant en général, quels ont été les plus grands pièges que tu as dû traverser? Quels ont été les plus gros challenges pour toi? J'ai eu un challenge de légitimité au début. Au début, quand on allait voir les clients que je devais présenter le prix. Donc, j'ai dit, alors voilà, tout ça pour 1 000 000 euros. Et les gens me disaient combien? J'osais pas dire le prix. J'osais pas dire le prix. J'osais pas, au début, dire une prestation à 20 000 euros, ça me semblait énorme. Et j'ai eu du mal à me rendre compte de la valeur réelle de la prestation ou du service qu'on fournissait aux clients. Et ça, j'ai mis un petit moment. Les challenges qu'on a eu aussi, c'était, bah, on en parlait déjà tout à l'heure, un peu de management, d'organisation, parce que je savais pas faire. Et donc, bah, quand tu apprends, tu fais des bêtises. Des sujets qu'on a eu, c'était des sujets de panel, parce que on a essayé de le Ward qu'on reversait aux testeurs, etc. On a essayé de légiférer là-dessus, on a passé du temps, c'était un facteur de stress. On avait eu un contrôle URSSAF qui avait été un peu, en tout cas pour moi, stressant, même si j'étais convaincu d'être dans mon bon droit. Et donc, ben voilà, il y a eu des phases un peu difficiles des fois sur cette partie-là. Euh, euh, et après, non, ce qui est difficile, en tout cas, moi, au début, c'est les premiers salariés qui partent. Ça m'a fait quelque chose parce que je me dis, c'est comme si ta nana te larguait. Je le prenais comme ça. Je me dis, mais tu me quittes? Comment ça, tu me quittes? Euh, je l'ai un peu perçu comme ça. Ensuite, ce qui me faisait, ce qui pour moi était dur, c'était quand les clients partaient ou qu'il y avait potentiellement de l'insatisfaction, parce que bah, t'es jamais parfait, hein, ça arrive
d'avoir des casseroles, de te tromper. Ça, ça me, ça, ça Ça te me. pesait. Bon, alors, par chance, on n'en a pas eu beaucoup, hein, voire aucun client mécontent, hein. Mais, ouais, quand tu as un client qui dit, ouais, là, je suis un peu déçu, voilà, c'est dur. Et je C'est quoi pense que les... c'est exactement la bonne approche à avoir. Bah, Tu laisses pas un client mécontent. c'est les clients mécontents qui te font le plus progresser, c'est ce qu'on dit toujours. Ouais, et j'ai accepté de perdre ou de faire petit petit des fois. En gros, un client qui était mécontent, même si je partageais pas à 100% son point de vue, même si je trouvais que c'était pas toujours archi objectif, ça m'est arrivé de refaire des prestats gratuitement, et de dire je vous facture pas. Et, et quand tu arrives à retourner une situation négative en situation positive en général, c'est assez bon en génération d'opportunités futures. C'est quoi l'erreur que tu as faite en tant que dirigeant qui t'a été la plus utile? Bon, t'es peut-être parfait, t'en as pas fait. Non, mais j'en ai fait plein, il faut choisir. Euh, euh, qui m'a été le plus utile. Des fois, soit par fainéantise, si je suis vraiment honnête intellectuellement avec moi, euh, des fois j'ai fait confiance. En fait, je trouve que le management, c'est donner de l'autonomie, c'est faire confiance. Et ton rôle à toi, c'est d'être un filet et d'emmener les gens avec toi. Et en fait, la frontière entre faire confiance et te détacher un petit peu des fois de certains sujets, elle est ténue. Et des fois, sur certaines fois, je me suis détaché de certains sujets. Et du coup, les gens n'osent pas te solliciter pour jouer ton rôle de filet. Et c'est là où les choses dérapent. Hmm. Et du coup, ça m'a servi une fois ou deux parce que je l'ai fait. Et après, je me suis dit, OK, ça, j'ai compris, tu fais plus. Et, et donc, le rôle de filet, on essayait de le faire le plus possible. Intéressant. C'est quoi les plus gros impacts de 10 ans d'entrepreneuriat sur ta vie perso? Bah, mes cheveux. D'accord. Euh, Oh, t'en avais pas déjà voilà. pas beaucoup quand on s'est rencontrés la première fois. Non, c'est vrai. Sur ma vie perso, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais bah, tu bosses beaucoup, À quoi il tu faut bien se vois. préparer plutôt pour sa vie perso quand on veut se lancer dans un projet comme celui-ci? Quand tu as une famille, d'avoir un partenaire solide avec toi parce que bah, des fois, tu as des hauts, tu as des bas et c'est difficile de montrer tes faiblesses à tes équipes parce qu'ils attendent pas de ça de toi, pas toujours de manière. Enfin, tu vois, quand tout le monde est un peu dans le creux, quand le business est un peu moins bien, quand la période est dure, quand tu charges un peu tout le monde parce que il faut finir l'année, tu vois, on est en période de fin d'année là. Nous, les fins d'année, c'était toujours un rush monumental. Euh, voilà, tout le monde est un peu dans le dur. Tu peux pas montrer que des fois toi aussi t'es rincé. Et du coup, tu le fais à la maison. Et c'est pas toujours évident pour ton partenaire, je pense. Donc ça, c'est si c'est si c'est si c'est pas solide dans le perso, c'est difficile dans le pro, je trouve. C'est difficile dans le pro, surtout quand on t'attend, parce que il faut que tu sois toujours le moteur, il faut que toujours que tu sois positif, dynamique, que tu apportes des idées, que tu emmènes les gens avec toi. Si c'est le chantier dans le perso, c'est compliqué de gérer ça dans le pro, je trouve, en tout cas pour ma part. Après, quand j'ai créé Testapi, que j'avais aucun frais fixe, aucun enfant, bon, c'est quand même beaucoup plus facile de te permettre d'avoir peu ou pas de revenus parce que finalement ton risque il est minime. On me demanderait maintenant, on transpose mon niveau de vie d'il y a 15 ans et on me le fait faire maintenant. Euh, oui, ta prise de risque, elle est beaucoup plus élevée parce que tu as des frais fixes qui sont plus importants.
par chance, il y a des crédits à payer, il y a un train de vie, il y a des enfants, il faut payer des vacances. Enfin, ce que c'est plus difficile parce que tu dois te dégager du revenu et donc je ne pourrais pas faire le test à pic que j'ai fait il y a 15 ans si je devais le faire maintenant. Je comprends. Il y a des choses que tu aurais aimé découvrir sur toi ou connaître sur toi 10 ans en avance et qui t'auraient aidé? Bah ouais, ah oui, oui, bah oui, oui. En termes de caractère, en termes de compétences, je pense que j'étais un petit con quand j'ai créé Testapic. J'avais beaucoup d'assurance, je me sentais très fort, très bon. Et c'était drôle parce que je venais d'une grosse boîte et donc où j'avais un joli poste. Et donc tu as l'impression que c'est toi qui rayonne auprès du marché. Et quand j'ai créé Testapic, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas toi qui rayonnais du tout, c'était ta boîte derrière toi, C'était ta et marque, qu'en quoi. fait, toi, tu rayonnes pas du tout. Et au début, ça m'a fait un peu bizarre. Et en fait, tu compenses tes erreurs, je trouve, aussi par l'énergie et l'envie que tu y mets. Euh, et du coup, maintenant, je suis plus efficace. J'avais tendance à m'éparpiller, à vouloir aller dans tous les sens, à attaquer 50 trucs en même temps. L'expérience me montre que voilà, je suis plus sage, entre guillemets. Je suis plus sage, je suis plus réfléchi. Et puis j'avais de grosses lacunes sur la partie finance. Et tu te rends compte que sans finance, il n'y a pas de boîte. Il n'y a pas de boîte. Et comme j'avais de grosses lacunes en finance, du coup, j'ai fait une bonne gestion à la papa en termes de trésorerie. Et je pense que j'aurais été plus robuste d'un point de vue finance dès le départ. Je me serais, je pense, autorisé à plus de prise de risque et d'investissement, ce que j'ai pas fait. Mais au final, tu as bien géré et ça s'est bien terminé. Ouais, c'est cool. Bon, des fois, Ouais. les planètes s'alignent bien. Ouais. J'aime bien terminer par cette question. C'est pour toi, quelle est la compétence indispensable d'un entrepreneur? L'écoute et l'empathie. L'écoute et l'empathie, parce que finalement, au-delà de l'énergie, enfin, la qualité, je sais pas si tu peux en sortir une, mais je pense que j'ai une qualité, c'est que je suis facilement retournable. J'ai des convictions, mais je suis facilement retournable. Ça veut dire que je m'entête pas. Et à savoir dire, OK, je me suis trompé, allez, on change, on repart sur autre chose. Je pense que quand t'es entrepreneur, c'est important parce que sinon, t'emmènes tout le monde dans le mur avec toi. Et donc, souvent, j'ai pris le temps d'écouter, de me dire, est-ce que tu es sûr? Alors, du coup, le défaut de ça, c'est qu'à un moment, des fois, le côté démocratique, c'est bien, mais à un moment, il faut trancher, quoi. Et, mais j'aime bien avoir beaucoup d'avis pour décider quand même. Ça, Et je tu trouve aimes que c'est une bonne trancher? qualité. Quoi? Et tu aimes trancher? Enfin, dit comme ça, c'est un peu brutal. Mais non, mais oui, quand il faut décider, en fait, ce que je dis aux équipes, quand c'est du 80-20, t'as pas besoin de moi en fait. Tu sais décider par toi-même. C'est quand c'est du 45-55, ok, là, il faut prendre une décision. Et ce que je disais, je dis bon, écoutez, on va là. Je suis pas sûr non plus. Ma conviction, c'est ça. Bah, peut-être qu'on va se tromper, mais on y va, quoi. Mais à un moment, il faut dire on y va parce que sinon les choses avancent pas. Et c'est un peu le problème d'ailleurs de beaucoup de boîtes que je vois, hein. C'est que finalement c'est mou, tu vois. Ça a du mal à trancher. Personne veut porter la responsabilité de la prise de risque. Mais y aller et se laisser le droit à l'erreur, je pense que c'est une bonne approche, Ouais, si je ouais, devais résumer. pas avoir trop d'ego et écouter, je pense que c'est important quand t'es entrepreneur. Est-ce qu'il y a des choses que tu as rajoutées, Nicolas? Ah, c'est pas mal là, non? Ah, je trouve que c'était 1h13 très bien utilisé. C'est pas mal. Bon, écoute, où Voilà. est-ce qu'on peut te contacter? LinkedIn, j'imagine? Bah, LinkedIn, par mail, par téléphone, je suis assez facilement joignable sur les réseaux. Bon, bah super. Écoute, Nicolas, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. J'espère que les auditeurs
prendront du plaisir autant que moi j'en ai pris à t'interviewer aujourd'hui. Puis je te souhaite de bonnes Ouais, fêtes et à très merci. bientôt. À bientôt. Salut.